Et maintenant, je vais donner la parole au professeur Annie Pilote de l'Université Laval-Québec. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Je ne pense pas que vous ayez besoin de la traduction simultanée pour le français. Il n'y a pas de sous-titrage non plus, donc je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez suivre mon propos. Je vous encourage aussi peut-être à consulter la petite plaquette sur la présentation du système scolaire québécois qui était dans votre pochette. Je vais essayer de donner des clarifications au fur et à mesure de ma présentation pour que vous puissiez mettre en contexte mes propos dans un système scolaire qui est très différent du système français. Mais il me fera plaisir au moment de la période de questions d'apporter toute clarification nécessaire. Alors, premièrement, en guise d'introduction, j'aimerais préciser que c'était par une lecture sociologique que je pose sur l'école orientante au Québec que je vais intervenir ce matin. Je ne suis pas une professionnelle de l'orientation, je n'ai pas été formée en tant que conseillère d'orientation, donc je n'apporte pas le regard de la pratique, mais j'essaie de prendre une distance critique par rapport à un modèle qui s'est implanté au Québec depuis plus de 15 ans maintenant et qui peut apporter un éclairage aux enjeux dont on discute au cours de cette conférence. Alors, pour commencer, il faut dire que l'approche orientante, c'est une approche qui cherche à faire de l'orientation l'affaire de tous les acteurs et de tous les partenaires de l'école. Ça peut sembler une platitude, mais vous allez voir dans le modèle, il y a vraiment une intention de mettre à contribution tous les acteurs et de les amener donc à collaborer autour de cette question de l'orientation. Je vais faire un petit détour vers le contexte finalement de la fondation, je dirais, du système d'enseignement québécois tel qu'on le trouve aujourd'hui, pour rappeler un certain nombre d'orientations qui étaient présentes lors de la réforme éducative qui s'est implantée au cours des années 1960 et qui visait plus particulièrement la réduction des inégalités. Alors, à cette époque-là, les francophones du Québec étaient loin derrière les anglophones de la province et des autres pays industrialisés au niveau de la scolarité, du niveau de scolarisation. Et donc, cette réforme qui s'est implantée visait à permettre finalement de réduire certaines inégalités et plaçait au cœur de cet enjeu-là la question de l'orientation. Alors, il ne s'agissait pas seulement de réduire les inégalités de scolarisation, mais de faire en sorte que ça se concrétise également au moment de l'insertion dans la vie active. Alors, cette réforme-là a donné des résultats, évidemment, très notables au niveau d'un rattrapage important sur le plan de la scolarité des francophones du Québec, de même pour la scolarité des femmes, mais il reste toujours des défis importants de nos jours au niveau des écarts sur le plan de la réussite et du niveau de scolarité des jeunes issus de milieux défavorisés. Alors, cette question-là était au cœur de la réforme qui s'est enclenchée à l'aube des années 2000 et qui visait finalement toujours à trouver des approches où on pourrait mettre davantage l'élève en action comme un acteur de sa réussite scolaire en mettant en place une approche par compétence. Alors, la compétence à s'orienter est devenue un élément central de toute cette réforme majeure du système d'enseignement qui s'est implantée à partir de l'année 2000. Donc, l'approche orientante est un élément clé qui a accompagné une majeure réforme du curriculum de l'enseignement au cours des années 2000. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, je vais passer plus rapidement. Donc, qu'est-ce que l'approche orientante? Alors, c'est fondé sur une prémisse de base qui vise à élargir l'espace de choix des élèves et non de l'orienter en lui imposant une direction. Ce n'est pas un outil de sélection. C'est réellement une approche qui permet, un peu comme on le soulignait pour la Grande-Bretagne et l'Australie, de contribuer à nourrir des aspirations, et ce, dès l'école primaire.
Alors, il s'agissait donc de développer des moyens pour mettre l'élève en action, de découvrir par l'expérience, de le mobiliser face à sa réussite scolaire dans un premier temps et progressivement face à son orientation scolaire et professionnelle. Alors, c'est aligné avec l'ensemble de la réforme en éducation où finalement on cherche à mettre donc l'élève en action et on cherche à favoriser à travers ça une meilleure connaissance de soi et du marché du travail. Alors, en 2002, le ministère de l'Éducation a précisé de la manière suivante ce qu'était donc l'approche orientante. Alors, on insiste ici sur la démarche concertée. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand ils ont mis en place l'approche orientante, ça a été aussi suite à l'abolition d'un cours d'éducation au choix de carrière qui existait déjà depuis une quinzaine d'années et qui avait été vivement critiqué. Et donc, on ne sentait pas qu'un cours obligatoire qui portait sur le choix de carrière répondait réellement aux besoins des élèves. Et donc, l'approche orientante est venue remplacer à ce moment-là l'éducation au choix de carrière. Je viens de réaliser que je ne suivais pas du tout ma présentation. Permettez-moi de me retrouver. Et je suis ici. Et donc, on a souhaité mettre en place donc, une approche plus concertée, donc qui ne reposait pas strictement sur les épaules des enseignants qui avaient la charge de l'éducation au choix de carrière et de mobiliser l'ensemble de l'équipe école et ses partenaires des milieux autour d'objectifs donc orientants. Il était entendu donc que l'approche orientante donnerait lieu dans chaque établissement scolaire des services intégrés au plan de réussite et au projet éducatif de l'établissement pour ne pas que ça donne lieu à des actions isolées qui engageaient peu finalement l'équipe école. Il faut insister sur le rôle important qui est joué néanmoins par les conseillers d'orientation. Alors, on cherche évidemment à assurer une responsabilité partagée par une diversité d'acteurs, donc l'élève au premier chef, ses parents, les différents professionnels de l'éducation, les enseignants, et là on parle des structures telles que le conseil d'établissement, la commission scolaire et l'ensemble de la communauté. Mais au cœur de tout ça, il y a les conseillers d'orientation qui, contrairement à la France, sont intégrés directement au sein des établissements. Ils peuvent être en permanence dans un même établissement, précisément au secondaire. En ce qui concerne le primaire, parfois, ils peuvent être au service d'une commission scolaire et offrir des services ponctuels à l'établissement primaire. Donc, les conseillers d'orientation ont eu un rôle clé par rapport à l'implantation de l'approche orientante parce qu'ils étaient vraiment ceux qui détenaient l'expertise, finalement, pour accompagner leurs collaborateurs dans l'implantation donc, de ce programme-là. Il faut dire que l'approche orientante ne servait pas non plus à éliminer le cœur de la pratique professionnelle d'orientation autour du conseil à l'élève. Alors, ces services à l'élève demeurent, d'accompagnement au choix de carrière, notamment au moment des paliers d'orientation importants, lorsque vient le moment de choisir, par exemple, certaines matières clés qui peuvent avoir un impact sur l'orientation future. Donc, les conseillers d'orientation demeurent interpellés au premier chef. L'approche orientante vise davantage concerne des éléments plus généraux d'orientation qui sont intégrés donc aux matières scolaires, directement donc à la pédagogie. Alors, les objectifs, on cherche à soutenir finalement l'élève dans le développement de son identité. On veut fournir également, à travers différentes occasions, faire vivre différentes activités qui permettront aux élèves de découvrir des formations, des parcours scolaires possibles, encore du côté des aspirations, permettre de connaître le monde du travail. Alors, autant d'éléments finalement qui cherchent à sortir de la classe et à faire vivre parfois par des invités, des milieux qui vont venir rencontrer les élèves, des salons de l'emploi, des visites en milieu de travail. Donc, tout ne repose pas sur l'enseignement dans les matières, mais sur une diversité d'activités. Et donc, à travers tout ça, on cherche à accompagner l'élève du primaire progressivement et de manière plus intensivement lors de son parcours à l'école secondaire pour l'amener à être en mesure de mieux connaître son identité et de faire des choix bien éclairés. J'emprunte la terminologie.
Alors, les conseillers d'orientation et les acteurs se retrouvent donc davantage dans un rôle d'accompagnement et ne sont pas là, j'insiste, là, dans une perspective de sélection par rapport aux élèves. Au fil du parcours, on va donc y aller progressivement, notamment en suivant les différents stades de développement vocationnel des élèves. Donc, on va passer progressivement du primaire vers des objectifs qui concernent l'exploration de soi, l'environnement scolaire, des métiers et des professions. Et progressivement, plus on passe vers le secondaire, aller vers des éléments plus développés du processus d'orientation. Les moyens utilisés et qui font partie du défi de l'implantation de l'approche orientante, c'est de voir comment intégrer ces activités-là au programme scolaire, et notamment l'enseignement des disciplines. Alors, les enseignants vont être invités à collaborer parfois avec des conseillers pédagogiques, avec des conseillers d'orientation pour développer des activités d'apprentissage et d'évaluation qui auront des objectifs liés aux disciplines concernées, par exemple le français, les questions d'éthique et culture religieuse, pour nommer certains exemples, et qui comportent également des objectifs orientants. Et donc, on pourra proposer aux élèves des activités d'apprentissage où on va faire, je trouvais dans un des exemples proposés, une analyse à partir d'un film où on amène les élèves à analyser les personnages, découvrir des profils de personnalité, de voir un peu comment ils se situent par rapport aux personnages dans le film et les amener progressivement à faire des liens par rapport à la découverte de soi et des objectifs professionnels de développement professionnel. Et donc, ce travail-là pourra à la fois servir à l'évaluation de compétences d'écriture, par exemple, en français, mais pourront également soutenir des objectifs orientants. Donc, c'est une façon d'illustrer la façon à travers laquelle on peut travailler l'orientation à travers les matières régulières. Au primaire, un autre exemple dont je peux parler, c'est de proposer un portfolio, par exemple, où les élèves, à chaque année du primaire, vont être amenés à faire une activité, élaborer un portfolio qui, progressivement, va les amener, toujours dans une perspective de découverte, d'exploration, à avoir un portfolio au terme de l'enseignement primaire et qui va mettre à contribution, donc, la participation de l'ensemble des acteurs, des enseignants de l'école. Quel bilan maintenant peut-on faire de l'approche orientante au Québec? Alors, au terme de plus d'une quinzaine d'années d'implantation, il y a une quasi-absence de recherche scientifique sur le sujet. Donc, c'est avec beaucoup de prudence que je vais poser un regard critique aujourd'hui. N'en demeure pas moins qu'il y a quand même beaucoup de discours et quand même des retours d'expérience autour de cette question-là qui nous amènent à dire que l'enjeu central de la réussite de cette approche tourne autour de la collaboration. Et on a remarqué que les enseignants ressentaient le besoin donc d'être accompagnés dans ce travail-là pour lier des questions proprement pédagogiques à des questions d'orientation. Alors, ils se sentent très mal formés par rapport aux questions d'orientation. Ils ne savent pas nécessairement de quelle manière aborder les choses. Et donc, ça met beaucoup de pression du côté des professionnels de l'orientation qui doivent accompagner les équipes enseignantes et les équipes écoles autour de ces objectifs-là. Il y a des moyens qui ont été développés pour aider finalement à construire cette culture de l'orientation. Il y a un grand colloque annuel qui s'organise autour de l'approche orientante où les acteurs du milieu peuvent partager des exemples de projets qu'ils ont mis en place, mais ça demeure quand même trop peu. Les acteurs dans les milieux vont souvent faire face à des priorités concurrentes. On leur demande de prévenir la violence, on leur demande d'assurer l'inclusion d'élèves en difficulté ou handicapés. Alors, les enseignants sont aux prises finalement avec un ensemble d'enjeux sociaux et donc l'orientation devient un mandat parmi d'autres. Et donc, il est clair que dans ce contexte-là, chaque établissement n'a pas nécessairement été en mesure d'arriver à des résultats équivalents en fonction de leur contexte respectif. Et pour leur part, les conseillers d'orientation se retrouvent finalement dans une position de tension entre ce qu'ils estiment être le cœur de leur pratique, par exemple le conseil aux élèves, ou ils se retrouvent finalement à être des agents finalement mobilisateurs du milieu où ils doivent coordonner la collaboration, la mise en place de tout ça, et donc forcément, ça laisse moins de temps pour travailler directement auprès des élèves.
Alors, les indices les plus clairs qu'il y avait des défis importants au niveau de l'implantation de l'approche orientante découlent d'une analyse du ministère de l'Éducation qui a constaté qu'après une dizaine d'années d'implantation, il y avait seulement 23% des écoles primaires et 47% des écoles secondaires qui avaient adopté une planification claire en orientation avec des objectifs bien précis. Ce qui ne veut pas dire que les établissements ne faisaient pas des activités orientantes, mais ça n'avait pas nécessairement donné lieu à un plan réellement structuré et qui pouvait réellement contribuer à mobiliser l'équipe école. Ce qui donne lieu finalement à une question d'inéquité entre les différents établissements. Certains élèves auront accès finalement dans certains milieux à davantage d'activités orientantes que dans d'autres milieux peut-être moins dotés en ressources. Alors, ce qui a amené le ministère de l'Éducation à intégrer, à partir de l'automne 2017, des contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle au programme scolaire. Alors, plutôt que laisser le soin à chaque établissement et à chaque équipe école, en quelque sorte, le soin de définir leurs objectifs, d'autant plus que les acteurs disaient qu'eux-mêmes ne savaient pas quels étaient les contenus appropriés à intégrer, à quel niveau scolaire. Le ministère a choisi d'imposer, à raison d'une dizaine d'heures par année, je crois, des contenus qui seront dorénavant obligatoires, qui ne seront pas nécessairement évalués en tant que tels, mais qui devront être proposés à tous les élèves. L'approche orientante demeure dans sa globalité, mais c'était une façon, finalement, un correctif qui a été apporté pour s'assurer qu'il y ait minimalement certains contenus qui soient abordés. Maintenant, je vais terminer sur quelques réflexions critiques. Alors, la première concerne les ressources. Alors, un des intervenants ce matin l'a bien mentionné. Alors, un des enjeux des politiques publiques, c'est pas seulement arriver à mettre en place des orientations qui font consensus, qui sont bien reçues dans les milieux. Encore faut-il avoir accès aux ressources qui sont nécessaires pour donner les résultats souhaités. Et donc, un des problèmes qu'on constate, c'est que les ressources professionnelles en orientation demeurent insuffisantes. En demandant à tout le monde de porter le projet d'orientation, ça n'a pas diminué l'importance des professionnels de l'orientation, bien au contraire. Si on a vu dans les premières années une augmentation du nombre de conseillers d'orientation dans les commissions scolaires, c'est aussi parce qu'il y avait eu dans les années précédentes des coupures importantes au niveau de la présence de ces professionnels-là dans les établissements. Donc, il y a une partie de ces embauches qui étaient liées finalement à un rétablissement, disons, de ressources et des ressources qui visaient à l'implantation de l'approche. Mais ça demeure insuffisant dans la mesure où le ratio demeure alarmant. Donc, un conseiller d'orientation pour 2000 élèves. Alors, quand on pense que le conseiller d'orientation place au cœur de sa pratique le conseil à l'élève sur une base individuelle ou en groupe restreint et qu'on fait de lui maintenant un agent censé de mobiliser l'ensemble de l'équipe école, on voit très bien comment ces professionnels-là peuvent se sentir aujourd'hui extrêmement sous pression. Le ratio qui était recommandé dans les années 1970 était de 1 conseiller d'orientation pour 700 élèves. Donc, on voit bien qu'on est très, très loin donc, de cet objectif. Je vais terminer sur une question qui me semble importante, qui est une question donc de justice sociale. Il y a, à mon avis, un grand risque d'iniquité dans l'accès aux ressources susceptibles d'élargir les perspectives scolaires et professionnelles des élèves. Alors, en dépit des objectifs universels sur lesquels on peut s'entendre, d'élargissement des possibilités pour tous, il n'y a pas d'objectif clair en termes de correctifs par rapport aux élèves les plus désavantagés et les plus à risque, finalement, sur le plan de la réussite et de l'orientation. Et il n'y a pas de moyens non plus qui visent spécifiquement la mise en place d'activités orientantes destinées à ces élèves. Étant donné les rapports étroits qui doivent se tisser avec la communauté de l'établissement scolaire, on peut se poser la question finalement de comment faire pour éviter que le prolongement des inégalités du milieu social ne vienne pas, par le biais de l'approche orientante, venir se perpétuer au sein donc de l'établissement.
Par exemple, lorsqu'il s'agit d'inviter des parents à venir faire des témoignages des témoignages professionnels au sein de l'établissement, lorsqu'on organise des visites en milieu de travail, alors on va travailler avec les partenaires des milieux et donc forcément, en fonction du lieu où est situé l'établissement en question, il s'entend que les élèves ne seront pas exposés aux mêmes horizons professionnels. Ça souligne toute l'importance de lutter contre la question des préjugés et des stéréotypes qui sont associés au monde du travail, par exemple en lien avec l'origine ethnoculturelle et le genre. Dans le cadre d'une recherche qui porte sur les parcours d'élèves issus de milieux de l'immigration, une étudiante l'a très bien mis en mots finalement ce qu'elle observait dans son établissement scolaire, à savoir que les visites en milieu de travail étaient dans des usines. Et donc, elle s'interrogeait à savoir comment se fait-il que nous, dans une école pluriethnique, en milieu urbain et en milieu défavorisé, on visite des usines? Est-ce que c'est comme ça dans toutes les écoles? Est-ce que c'est parce qu'on veut faire de nous des personnes qui allons finalement occuper des emplois au bas de l'échelle dans des usines ou dans les autres établissements, finalement, de quelle nature sont les visites, qui sont les invités qui viendront parler aux élèves, des professeurs d'université qui viennent parler de la recherche, un chirurgien spécialiste qui vient exposer finalement des expériences de sa vie de travail ne vont pas nécessairement fréquenter les mêmes établissements scolaires. Donc, on peut bien voir finalement que dans la mesure où les équipes écoles ne sont pas forcément accompagnées pour lutter contre ces effets finalement du curriculum informel, là, qui peuvent accompagner l'approche orientante, il y a énormément de risques finalement que ça se détourne finalement des objectifs premiers. Ce qui m'amène à insister sur le rôle clé des conseillers d'orientation professionnelle qui pourraient être appelés finalement à agir comme des agents de changement social dans leur milieu scolaire. Ils sont bien placés pour conseiller les équipes écoles. Ils détiennent une formation solide, d'équivalent de Bac+5, un niveau universitaire. Alors, c'est certain que leur capacité d'action est actuellement extrêmement limitée par les ressources insuffisantes, mais il me semble important finalement que dans la suite de la mise en place de l'approche orientante, qu'on se préoccupe réellement des élèves les plus vulnérables en essayant finalement de leur proposer des activités susceptibles finalement d'élargir véritablement les horizons pour ces élèves. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Annie Pilote, pour cette présentation très riche sur l'école orientante. Vous avez en particulier évoqué un point très important qui est celui que l'éducation à l'orientation est distincte du conseil en orientation, mais l'un ne remplace pas l'autre. Les deux cohabitent comme des pratiques complémentaires. On reviendra peut-être sur ces questions, sur ce point-là dans la discussion.